Aujourd'hui à l'émission, ma condition physique et cognitive. On vous parle de stratégies pour prendre soin de sa santé cognitive, de trucs et d'astuces pour rester motivé et actif. On parle de produits et d'applications qui nous font plein de promesses et on débute par la nutrition chez les aînés. Bonne émission. Les personnes vieillissantes recherchent de l'information en matière d'alimentation dans quel contexte? Bien, généralement, quand on demande aux personnes vieillissantes qu'est-ce qu'ils recherchent pour leur vieillissement, ils nous répondent trois choses. Je veux garder toute ma tête, je veux garder mes jambes, puis je veux rester chez moi. Je veux continuer à vivre dans ma communauté, dans mon village, dans ma ville. Ils veulent préserver leur autonomie, mais comment on doit s'alimenter pour préserver son autonomie, son tonus? Bien, entre autres, pour la masse musculaire, pour préserver sa mobilité, en fait, puis garder ses jambes fortes, il faut vraiment se concentrer sur les protéines. Donc, en général, on va recommander aux personnes âgées de manger entre 60 et 80 grammes de protéines par jour, dépendamment de leur poids et de leur taille. Mais disons qu'on est souvent dans ces eaux-là, et d'avoir au moins une trentaine de protéines, 25-30 grammes de protéines par repas. Donc, on va avoir tendance à diriger les personnes âgées plus vers des protéines d'origine animale que des protéines d'origine végétale pour faciliter l'atteinte des objectifs. Mais malheureusement, on sait qu'au Québec, une personne âgée sur deux n'atteint pas les recommandations en termes d'apport en protéines. OK. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour prévenir ou maintenir sa santé cognitive, garder toute sa tête, comme vous avez dit? Oui. Bien, en fait, la seule preuve bien démontrée sur le plan scientifique en lien avec l'alimentation, c'est de maintenir une saine alimentation. Et évidemment, il faut le maintenir tout le long de notre vie. Donc, plus on commence jeune à avoir une saine alimentation, meilleures sont les chances de ne pas avoir la maladie d'Alzheimer en vieillissant. Un certain nombre d'études aussi qui nous dirigent vers les légumes verts et les petits fruits, notamment à cause de leur teneur en vitamine K, en antioxydants, en acide folique aussi, qui permet de prévenir la maladie d'Alzheimer. Puis une saine alimentation pour les personnes aînées, puis une saine alimentation pour les adultes plus jeunes, c'est à peu près l'équivalent? Ou? Essentiellement, les bases sont les mêmes. Donc, on va recommander beaucoup de fruits et légumes, évidemment, des produits céréaliers à grains entiers et des aliments protéinés à chaque repas. Il y a aussi la vitamine D. Les besoins en vitamine D chez les personnes âgées augmentent beaucoup et c'est très difficile d'atteindre ces recommandations-là seulement par l'alimentation. Ouais. Donc, on va souvent suggérer un supplément à ce moment-là. Santé Canada, d'ailleurs, recommande un 400 unités internationales pour tout le monde de 50 ans et plus, par jour. Donc, on comprend qu'il y a des suppléments qui sont intéressants en vieillissant. Oui, tout à fait. Puis c'est un peu la même chose pour la vitamine B12, qui est une autre vitamine qu'on retrouve notamment dans les produits d'origine animale, comme les viandes, volailles, poissons, produits laitiers, notamment les œufs aussi. Qu'est-ce qu'il y en est du poids santé chez les personnes aînées? En fait, souvent, quand on réfère au poids santé, on pense à l'indice de masse corporelle, qui est un ratio entre le poids et la taille de la personne. L'embonpoint et l'obésité est même protecteur chez les personnes âgées, contrairement à des adultes plus jeunes où c'est un facteur de risque de diabète et de maladie cardiovasculaire. On ne verra pas cette relation-là une fois qu'on a passé 65-70 ans. Donc, même l'embonpoint a un certain effet protecteur. Donc, c'est vraiment très rare qu'on va recommander à une personne aînée de perdre du poids. Il y a des circonstances particulières où on va le faire, mais généralement, on va plutôt viser de maintenir le poids. C'est pas le temps de faire des régimes. Ça implique quoi, la malnutrition? On entend ça, la malnutrition chez les aînés? Ça implique une altération de la composition corporelle, souvent qui va s'exprimer par une perte de poids non volontaire, donc, oui, et notamment par une perte de masse musculaire qui va affecter beaucoup la mobilité de la personne et son autonomie. Malheureusement, ça touche les personnes surtout qui sont malades, mais on en voit chez des personnes aînées à domicile simplement parce qu'ils ne s'alimentent pas suffisamment. Donc, c'est des situations qui entraînent la malnutrition. Effectivement, on reconnaît 5 groupes de situations, si vous voulez, qui peuvent mener à de la malnutrition. Le premier, c'est les difficultés d'accès à la nourriture. Ça peut être pour des difficultés financières, ça peut être en raison de difficultés à se déplacer, des problèmes de transport, par exemple. La deuxième catégorie, c'est les difficultés à cuisiner, à préparer ses repas. On va avoir des difficultés aussi à s'alimenter.
de manière autonome. Si, par exemple, on a fait un AVC, on a une paralysie, des difficultés à mastiquer, difficultés à avaler, donc c'est la perte d'appétit. Donc, c'est toutes des raisons qui peuvent mener à la malnutrition. Si je constate, je vis cette situation-là ou un de mes proches vit cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire? On a recensé plus de 12 organismes communautaires qui peuvent soutenir les aînés. Donc, par exemple, faire de l'aide aux courses, aller chercher la personne, transporter ses paquets. Il y a des organismes comme Cercovie avec la popote roulante qui peuvent faire la livraison de repas à domicile, des repas congelés ou des repas chauds. Il existe plein d'organismes de ce type-là qui peuvent venir aider à faire les repas à la maison. Les cuisines collectives, par exemple, les gens peuvent aller apprendre à cuisiner puis socialiser avec les autres pour briser l'isolement social. Donc, il existe plein d'organismes. N'hésitez pas à les rechercher sur le web et à les interpeller. Si on termine par les choix d'aliments sains et qui sont plus économiques. C'est sûr que les aliments qui coûtent le plus cher, c'est les protéines. C'est surtout les viandes, volailles et poissons. C'est là aussi où on a vu une très grande augmentation de prix au cours des derniers mois. Fait que c'est sûr d'intégrer des protéines végétales comme du tofu, par exemple, ou des légumineuses qui coûtent beaucoup moins cher pourrait aider, mais c'est pas tout le monde qui sait les cuisiner. Il faut profiter de la saison des récoltes, à l'automne aussi. C'est là où les fruits et légumes vont coûter le moins cher. Oh oui. En plus de faire ma biographie, je fais des mots croisés, j'aime beaucoup les jeux où ça aide à mes mémoires. Même des fois, quand j'ai des commissions à faire, je les écris sur un papier, je les regarde, puis je jette mon papier. Fait que ça m'entraîne en même temps à garder ma mémoire. Oui, parce que autour de ça reste toute l'autre chose qu'on fait. Et aussi, je suis actif dans différents groupes ici à Sherbrooke. La réponse est courte, mais oui, parce que l'ordinateur dont je me sers pour jouer ou écrire ou faire ma biographie, ça me stimule beaucoup, beaucoup, je pense. Plus récemment, je suis impliqué dans un projet de solidarité internationale et ça m'amène justement à être plus curieux, à faire des lectures concernant le développement de projets socio-économiques et ça me stimule beaucoup. Je pense que oui, je suis quand même quelqu'un qui aime être alerte psychologiquement. Je participe à beaucoup de jeux de société avec des amis. Je dirais que oui, sans prétention, parce que je sais les éléments qui peuvent jouer dans le vieillissement au niveau des pertes cognitives. On sait à peu près ou approximativement définir la santé physique, mais comment on définit la santé cognitive? La santé cognitive, c'est d'avoir les capacités cognitives, c'est-à-dire, par exemple, la mémoire et les autres capacités cognitives comme le jugement, pour fonctionner au quotidien. Donc, réaliser les activités qu'on a à faire, maintenir des liens sociaux avec notre entourage et aussi être capable de réaliser les activités et se sentir utile dans les activités qui sont importantes pour nous. Est-ce que je dois m'attendre à des changements, les changements de type normaux en vieillissant? Quel changement? Donc, en vieillissant, il y a plusieurs personnes qui éprouvent certaines difficultés. Par exemple, à se souvenir du nom de certaines connaissances qu'on voit pas trop souvent. Parfois aussi, on oublie un rendez-vous. Parfois aussi, chercher un mot qu'on utilise peu souvent. Donc, c'est des difficultés qui peuvent être normales là, en vieillissant. Quand on parle d'atteinte légère et atteinte sévère, là, on tombe dans quel type d'atteinte? Les difficultés, c'est normal. Parmi les gens qui vont avoir des difficultés, la majorité ne vont pas développer des atteintes. Les atteintes, c'est quand ça vient interférer avec le fonctionnement. Donc, quand ça nuit à la gestion des finances, à la prise de médication, donc aux relations sociales. Donc là, on parle d'atteintes, comme par exemple dans la maladie d'Alzheimer ou les troubles neurocognitifs qui sont apparentés à la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est des troubles. Mais les difficultés, la majorité des personnes qui ont des difficultés cognitives liées au vieillissement ne vont pas développer des troubles neurocognitifs majeurs. Comment je peux prévenir les impacts d'atteinte légère ou d'atteinte sévère? Est-ce que je peux
travailler à prévenir ma santé? Donc, il y a plusieurs personnes pensent qu'il y a une grosse part d'hérédité dans la maladie d'Alzheimer ou les autres troubles neurocognitifs apparentés. Donc, c'est faux. Il y a 2 à 5 des personnes qui sont atteintes d'un trouble neurocognitif majeur que c'est d'origine héréditaire. Il y a une grande part des troubles neurocognitifs qui peuvent être contrôlés, prévenus par le contrôle des facteurs de risque qui sont modifiables. Que je pense au tabagisme, à l'hypertension, à l'obésité, à la sédentarité, au manque d'exercice physique, à l'alimentation malsaine, aux impacts importants à la tête, que je pense aussi à une mauvaise alimentation, à des dépressions, à l'isolement social. Donc, c'est tous des facteurs qui peuvent être, qu'on peut contrôler, sur lesquels on peut agir et qui sont quand même responsables de prévenir 40 des troubles neurocognitifs, puis d'avoir des activités aussi, de juste avoir des activités routinières, c'est pas très bon pour la santé du cerveau. Les stratégies pour prévenir les atteintes ou... Ce serait quoi, en résumé, les stratégies? Donc, c'est pas si compliqué que ça. Hein? Donc, c'est bien dormir, 6 à 8 heures par nuit. C'est bien s'alimenter, avoir une alimentation équilibrée, saine. C'est d'avoir des activités physiques régulières d'une intensité modérée. Donc, des activités aérobiques, des activités de musculation de façon régulière selon les recommandations de l'OMS. C'est d'avoir des activités cognitivement stimulantes. Oui, on peut penser au bridge, aux mots croisés, mais d'autres activités, si on n'aime pas ces activités-là ou si on les a jamais fait ou on n'a pas le goût de les faire, donc apprendre des activités artisanales, prendre un cours de Zumba, un cours de photo. Donc, c'est des activités qui font travailler notre cerveau. Donc, ça, c'est bon. Admettons que je suis atteinte de difficultés légères, d'atteinte légère, on va préciser atteinte légère ou sévère. Est-ce qu'il y a des stratégies pour m'adapter à cette situation-là et même pour mes proches? Toutes les stratégies de protection, les facteurs de protection, l'alimentation, rester cognitivement stimulé, les interactions sociales, ça marche, ça fonctionne pour autant les personnes qui ont juste des difficultés qui n'interfèrent pas avec leur quotidien que pour celles qui ont des atteintes plus sévères. C'est sûr que quand on a des atteintes plus sévères, bien là, il est possible d'avoir certaines stratégies qui vont permettre des apprentissages malgré que la mémoire, malgré qu'on ne se souviendra pas d'avoir parlé de telle chose, qu'on ne se souviendra pas de tel apprentissage. Donc, c'est possible d'apprendre quand même quand on a des atteintes graves. Est-ce qu'il y a de l'espoir au niveau, parce qu'on entend toujours parler des problèmes cognitifs, la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les années qui viennent? Oui, bien, on constate depuis les dernières années une diminution de la prévalence des troubles neurocognitifs majeurs. Donc, oui, il y a de l'espoir. Ça passe par une meilleure connaissance, une meilleure prise en compte des facteurs de protection dont j'ai parlé. Puis, la santé publique, les efforts de santé publique qui sont faits, là, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc, il y a un lien quand même très proche entre la santé physique et la santé cognitive. Tout à fait. Isabelle, on part de l'idée que la plupart des personnes qui prennent de l'âge veulent rester en forme et rester autonomes. On joue sur cette corde sensible-là pour nous vendre toutes sortes d'affaires, des applications, des suppléments, etc. Et on fait quoi avec toute cette offre-là? Bien, évidemment, il n'existe aucun produit ou aucune solution miracle. Ah bon? Donc, il faut vraiment miser sur un ensemble d'éléments comme une saine alimentation, une dose régulière d'activité physique, des activités stimulantes qui nous font plaisir. Tout ça peut favoriser un vieillissement en santé. Donc, quand une solution est proposée semble trop belle pour être vraie, bien, c'est probablement le cas. Alors, comment on fait pour reconnaître si un produit est fiable et efficace? Comment on s'y retrouve? Bien, dans le fond, il faut juste être vigilant par rapport à ce qu'on nous offre. Donc, on doit surveiller quand que les solutions semblent trop belles pour être vraies, évidemment, mais on doit vérifier, être vigilant par rapport, par exemple, à une campagne de peur avec un certain type d'aliments.
des solutions miracles pour guérir une condition, une maladie qui n'a pas été élucidée par des scientifiques. Mais on doit également rester vigilant par rapport à des témoignages de personnalités publiques ou des clients. Souvent, ces personnes-là sont payées pour offrir ces témoignages. On nous offre plein d'applications pour notre téléphone, nos tablettes, etc. Est-ce que ces applications-là mobiles en valent la peine? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment efficaces? Bien, on peut s'amuser. Il y a vraiment une foule d'applications mobiles qu'on peut avoir sur notre tablette. On retrouve entre autres les top 10 d'entraînement pour notre cerveau. Ces applications-là, il faut être quand même vigilant parce qu'elles sont souvent dites gratuites, mais en fait, si on a accès seulement à une partie de l'application, mais on doit payer pour avoir l'entièreté de l'application. Et souvent, les applications gratuites, on va avoir énormément de publicité. Souvent, pour passer d'un niveau à un suivant, on doit regarder une publicité. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire de ne pas faire jouer à des jeux sur ces applications-là, mais c'est toujours dans la modération. Aussi, donc, on peut jouer, mais faire aussi des activités qui sont stimulantes. OK. Les suppléments aussi, on nous offre beaucoup de suppléments vitaminiques pour garder la forme. Donc, est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'on devrait aller vers les suppléments ou? Évidemment, je ne suis pas une experte. Par contre, c'est vraiment important de consulter son médecin de famille ou notre pharmacienne, notre pharmacien pour vérifier si on a besoin de prendre ces suppléments et de voir aussi s'il peut y avoir des interactions avec les médicaments qu'on prend. Parce qu'il faut savoir que les vitamines, les suppléments minéraux, les produits à base de plantes peuvent avoir des interactions avec nos médicaments et peuvent aussi avoir des effets secondaires. Pour garder un mode de vie autonome de corps et d'esprit, comment tu... On doit miser sur plein d'activités, des plus diversifiées, et il existe également plusieurs activités qui sont peu ou pas coûteuses. On peut penser par exemple à la plateforme Move 50+, qu'on va voir aujourd'hui à l'émission, mais on peut faire plein d'activités comme des casse-têtes, des mots croisés, jouer aux échecs. On peut jouer à des jeux de société avec la famille, des amis. On peut également faire des activités d'apprentissage. Donc, on peut s'inscrire à un cours à l'Université du 3e âge. On peut lire, on peut s'informer, faire des recherches Internet. Mais il existe également plein d'organismes communautaires, dont la QDH Sherbrooke et Région, qui offrent des ateliers et des conférences gratuites. Donc, c'est une belle occasion d'en apprendre davantage, mais aussi de socialiser. Donc, il y a vraiment tout plein d'activités. Je pense également à participer à une chorale, s'impliquer dans une troupe de théâtre. Donc, c'est vraiment miser sur la diversité des activités. Bien, je te laisse conclure. Dans le fond, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une façon de faire. C'est vraiment, je reviens sur l'ensemble des éléments. Donc, une alimentation saine, une dose régulière d'activité physique, des activités également qui nous stimulent, mais qui nous font plaisir et qu'on aime faire. Puis, il faut savoir aussi qu'il n'est jamais trop tard pour changer nos habitudes de vie. Puis sinon, on reste vigilant sur les offres qu'on reçoit. Exactement. Pas beaucoup d'exercices comme tel, mais je passe beaucoup de temps dans le jardin. Ça, c'est une de mes hobbies. Puis aussi, en même temps, j'ai l'écouteur sur mes oreilles. Puis... J'essaie de manger le plus sainement possible, et ça depuis des années. J'ai quand même eu des petites contraintes physiques qui ont fait que j'ai dû revoir mon alimentation. Par contre, et je dois l'avouer, je ne suis pas la personne la plus sportive, et ça va sûrement... Ce serait sûrement un plus dans ma vie que d'être plus sportive. J'aime beaucoup la marche. Ça, j'en fais quand même régulièrement. Avec l'exercice quotidien, la marche rapide, ça, c'est des moyens quotidiens, je dirais à 80% du temps, je le fais quotidiennement. Au niveau psychologique, je pense qu'il y a d'autres choses qui est important de retenir, c'est de se mettre en état aussi, de se déséquilibrer un petit peu des fois, là, de la bonne façon. Pour vivre des choses nouvelles, des choses différentes, un peu de folie, sans tomber dans la folie. Ça garde aussi une certaine communication avec les autres et interaction. Comme la marche, la baignade l'été, j'ai la chance d'aller faire des exercices
avec des appareils style tapis roulant ou vélo. Pour ce qui est de mes aptitudes cognitives, bien, j'essaie de stimuler ma mémoire, j'essaie de retenir autant de choses que je suis capable. Pour moi, les scènes d'habitude de vie sont devenues vite importantes. Puis, il y avait 3 mots qui m'ont toujours suivi, qui étaient bien bouger, bien manger, bien dormir. Et par rapport à ça, ben, j'ai redécouvert le vélo, ça fait une dizaine d'années et je me suis jamais senti autant en forme d'être persévérant à faire ce sport-là. Je marche beaucoup. J'ai même sur mon téléphone une application qui compte mes pas. Au niveau cognitif, bien, je m'occupe de plein de choses. J'ai aussi des buts. J'ai commencé à écrire ma biographie. J'ai fait aussi un travail sur ma généalogie. Donc, ça m'amène à faire des recherches. Annick, vous nous avez été nos invités à la saison 1. Vous nous avez parlé de saines habitudes de vie pour notre santé physique et cognitive. Maintenant, le projet Move 50+, on en est où? Bien, en fait, le projet Move 50+, qui est un projet de Cercovie, je le rappelle, bien, on se souvient, c'est une plateforme où on a mis des vidéos d'entraînement pour faire de l'exercice à la maison, qui était accessible, mais aussi adapté à la clientèle des 50 ans et plus, adapté à la condition physique des 50 ans et plus. Ça a quand même grossi depuis la mise en place. On a bonifié la plateforme. On est rendu à plus de 100 vidéos d'entraînement. On reste dans nos grandes catégories principales. On avait 5 grandes catégories d'entraînement. Mais on a vraiment aussi sorti un petit peu de ces catégories-là pour répondre aux besoins et aux commentaires des gens qui nous écrivaient, les demandes spéciales qu'on avait, donc des vidéos d'entraînement avec des accessoires, des vidéos d'entraînement plus spécifiques. Donc, il a vraiment été ça a été bien bonifié. Une belle diversité. Oui, aussi. Et d'un point de vue extérieur, je pourrais dire que le projet a pris beaucoup de notoriété. Et est-ce que vous avez des statistiques concernant l'utilisation des types d'entraînement, l'âge des personnes? Bien, notre projet a été mis en place, tu vois, la plateforme en 2018. Depuis ce temps-là, on a atteint actuellement 1 500 000 visionnements de vidéos. Donc, vraiment super intéressant. On sait que ça bouge beaucoup. C'est en moyenne, là, dans les 2 dernières années, 40 000 à 50 000 visionnements par mois. Donc, c'est utilisé, c'est ça qu'on sait. Puis quand on regarde l'âge des utilisateurs qui visionnent nos vidéos, bien, c'est directement dans les cibles qu'on s'était fixées. C'est-à-dire que c'est presque 50 % de la clientèle qui a 65 ans et plus qui visionnent nos vidéos. Donc, vraiment, on est bien contents. Puis les entraînements qui sont les plus aimés, plus visionnés, je dirais que c'est quand même assez varié. Mais somme toute, je pense qu'il y a un petit coup de cœur pour la vitalité puis le surchaise. Et la pandémie a dû avoir un effet sur la plateforme virtuelle et qui est gratuite en plus? Oui, la pandémie a été, bien, je pense qu'au sein de la population générale, ça a été un grand pas au niveau de la technologie pour tous. Je pense que ça a changé les habitudes des gens. Plusieurs personnes se sont tournées vers le virtuel pour s'entraîner à la maison. Puis Move 50+ était là pour accompagner les gens à la maison, justement. Puis je pense que les gens l'ont bien apprécié. Ça a ouvert des portes aussi à des belles collaborations, entre autres avec Participation, avec la Santé publique de Montréal. On a développé un nouveau programme pour la clientèle 70 ans et plus à risque de déconditionnement. Donc vraiment 5 séances qui s'appellent le Go pour bouger, qui a été développé pendant cette période-là aussi. Donc oui, ça a créé beaucoup d'ouverture, mais ça a changé les habitudes, puis je pense que c'est là pour rester. Donc on parle d'un projet estrien, mais qui a fait des petits à travers le Québec. Absolument. Bien, c'est sûr que notre objectif, nos cibles, c'était vraiment l'Estrie, la Montérégie, mais comme c'est sur Internet, bien, il y a des gens de partout qui l'utilisent. Puis tant mieux, parce que comme vous l'avez dit, c'est gratuit, c'est accessible, c'est professionnel. Des kinésiologues à la maison, hein, c'est pas tous les jours qu'on peut en avoir. Puis là, on vous offre un produit qui est accessible pour ça. Céline, outre la plateforme virtuelle pour les entraînements, vous avez mis en place la Gang Active. C'est quoi, au juste?
Bien, la gang active, c'est un groupe qu'on a mis sur nos réseaux sociaux. C'est un groupe dans lequel on veut que les gens s'auto-motivent eux-mêmes. C'est un groupe dans lequel aussi on voulait prendre le pouls de notre communauté parce que nous, on fait des vidéos, mais on les voit rarement. Donc, on voulait voir aussi, mais c'est qui la clientèle de Move? Puis, on voulait aussi leur donner de la motivation parce que, oui, on fait des vidéos, mais on voulait qu'eux nous montrent ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment ça pour la raison pour laquelle on a créé ce groupe-là. Et là, maintenant, on est rendu à plus de 2000 participants dans notre groupe. Et puis, on en est très, très fiers et on est certain que ça va continuer à grandir. Hey, j'en fais partie. Oui! Est-ce qu'il y a des trucs pour rester motivé que les gens vous partagent, les participants de la gang active? Oui, sur la gang active, ils vont nous mentionner de faire des activités en groupe, que ce soit avec leurs conjoints, leurs amis, leur famille ou des activités organisées. Ça fonctionne très, très bien. Pourquoi? Parce qu'on est attendu à un endroit. Un autre, ça va être de planifier. Donc, ils vont l'inscrire à leur horaire. Alors, c'est aussi important d'inscrire ces rendez-vous d'entraînement que ces rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste. Ouais. Un autre truc aussi qu'on va donner, c'est de se fixer des objectifs. Hein? C'est important d'avoir des objectifs parce que sinon, on va toujours remettre à plus tard nos entraînements. Donc ça, en gros, c'est les raisons qu'on Puis est-ce que ça rejoint pas mal les trucs de motivation qui viennent des kinésiologues? Oui, bien au niveau des kinésiologues, on va vraiment proposer de se fixer des objectifs, de bien l'établir à son calendrier, effectivement. Mais il y a d'autres trucs au niveau de la kinésiologie, mais des fois, on ne sait pas par où commencer. Mais ça peut être intéressant d'aller consulter des kinésiologues. Est-ce qu'on peut adhérer encore à la gang active? Oui. Puis comment on fait ça? Bien, c'est très simple. Hein? Il suffit d'aller sur Facebook. On écrit la gang active Move 50+, et c'est gratuit, donc vous pouvez faire partie de notre groupe. N'hésitez pas, et c'est ouvert à tous, à toutes les personnes qui ont envie d'être en forme, qui ont 50 ans et plus, que ce soit au Québec, en région ou à l'international. C'est vrai que c'est très motivant. Oui. Merci d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas la prochaine émission, Ma participation sociale. Sur ce, l'équipe de Pensez plus tôt vous dit à plus tard. Pour être active, en bonne compagnie, rencontrer des gens, puis faire de l'activité. Moi, je pense que de faire ça en groupe, c'est beaucoup plus motivant. Pas juste la santé physique, mais surtout la santé mentale, parce que c'est des personnes âgées, on le sait, hein, beaucoup sont isolés, sont seuls, tandis qu'avec ces activités conviviales-là qui coûtent souvent rien ou à peu près rien, c'est investir dans la prévention de sa santé. Moi, je pense que c'est fondamental, là, pour moi en tout cas.